Le martèlement frénétique m'a réveillé en sursaut, mon cœur battant la chamade alors que je cherchais à tâtons la lampe de chevet. L'horloge numérique affichait crûment 2h17 du matin. J'ai titubé jusqu'à ma porte d'entrée, désorienté et inquiet. Quand je l'ai ouverte, mon estomac s'est noué. Là se tenaient ma nièce Emma et mon neveu Jackson, âgés de 7 et 5 ans, frissonnant dans leur pyjama fin, des larmes coulant sur leur visage maculé. Tonton Will, sanglota Emma en serrant la main de son frère. Papa et Nancy nous ont encore enfermés dehors. On a attendu, mais ils n'ont jamais ouvert la porte. Mon sang n'a fait qu'un tour alors que des souvenirs d'enfance refaisaient surface. Je devais mettre fin à ce cycle de maltraitance, maintenant. J'ai rapidement fait entrer Emma et Jackson, les enveloppant dans des couvertures chaudes et leur préparant du chocolat chaud. Leur petit corps tremblait contre moi alors que je les tenais serrés sur mon canapé. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait. 2 mois auparavant, j'avais reçu une visite nocturne similaire. Et avant cela, Gareth les avait déposés à mon appartement de manière inattendue un week-end, ne revenant que 3 jours plus tard. « Depuis combien de temps étiez-vous dehors ?» ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme. « Depuis après le dîner » a murmuré Emma. Ses longs cheveux blonds étaient emmêlés et des cernes sombres ombraient ses yeux bleus habituellement vifs. Jackson a renversé son jus, et Nancy s'est mise très en colère. Puis ils ont commencé à se crier dessus. « Avez-vous frappé à la porte avant de venir ici ?» ai-je demandé. Jackson a hoché la tête vigoureusement. « On a frappé et frappé, tonton Will. Papa a ouvert le rideau et nous a regardés, mais il n'a pas ouvert la porte. » Ma poitrine s'est serrée. À 32 ans, je ne m'attendais jamais à me retrouver dans cette situation. Après mon divorce d'avec Amanda il y a 2 ans, je m'étais concentré sur la reconstruction de ma vie, l'avancement de ma carrière de chef de chantier et la création d'un foyer paisible pour moi-même. Mais la vie de mon frère Gareth avait pris un chemin différent. Autrefois mon héros d'enfance, de 4 ans mon aîné et apparemment parfait en tout point, Gareth avait radicalement changé ces dernières années. Après avoir perdu sa femme Sarah d'un cancer du sein alors que les enfants n'étaient que des tout-petits, il était tombé dans une spirale de relations destructrices et de comportements de plus en plus erratiques. Nancy, sa seconde épouse depuis 18 mois, n'avait jamais montré le moindre intérêt à être une figure maternelle pour Emma et Jackson. « Allons vous nettoyer et vous mettre au lit » dis-je doucement. « Vous pouvez dormir dans la chambre d'amis ce soir. » Alors que je faisais couler un bain chaud pour Jackson, il a levé les bras pour enlever son haut de pyjama et je me suis figé. Des ecchymoses violet foncé entouraient le haut de son bras, ayant clairement la forme d'empreintes de doigts. Des empreintes d'adultes. « Jackson, qu'est-il arrivé à ton bras, mon grand ?» Sa lèvre inférieure a tremblé. Nancy s'est fâchée quand j'ai renversé. Elle m'a attrapé très fort et m'a secoué. Elle a dit que je gâchais tout. La pièce a semblé basculer légèrement alors que la rage et un sentiment de protection m'envahissaient. Ce n'était plus seulement de la négligence. C'était de la maltraitance. J'ai gardé mon sang-froid pour le bien de Jackson, lui lavant doucement les cheveux et l'aidant à enfiler un pyjama propre. Mais à l'intérieur, une tempête se préparait. Après avoir couché les 2 enfants et m'être assuré qu'ils dormaient, je me suis assis à ma table de cuisine, les mains tremblant légèrement, en parcourant les messages textes précédents avec Gareth sur mon téléphone. Des plans annulés à la dernière minute. Des événements scolaires oubliés. La fois où Emma m'avait appelé en pleurant parce que personne n'était venu la chercher à son récital de danse, et que j'avais quitté le travail plus tôt pour la trouver assise seule sur les marches du centre communautaire. Les signes étaient là depuis des mois, peut-être des années, mais je m'étais convaincu que ce n'était pas si grave, que Gareth avait juste des difficultés, qu'il avait besoin de soutien plutôt que de jugement. Maintenant, avec la preuve d'empreintes de doigts meurtries sur la peau de mon neveu, je ne pouvais plus me mentir. Cela devait cesser. J'ai décidé de confronter Gareth dès le lendemain matin. En tant que son frère, je devais lui donner une chance de reconnaître ce qu'il faisait et de changer de cap, mais alors que je me recouchais enfin vers 4 heures du matin, je savais au fond de mon cœur que protéger Emma et Jackson pourrait signifier m'opposer à mon propre frère. Cette pensée à la fois me terrifiait et me renforçait. Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail, expliquant que j'avais une urgence familiale. Après avoir fait des crêpes en forme de dinosaures aux enfants et les avoir installés devant des dessins animés, j'ai envoyé un texto à Gareth. Les enfants sont avec moi. Il faut qu'on parle. J'arrive à midi. Sa réponse a été immédiate. Dieu merci, ils vont bien. Nancy et moi étions morts d'inquiétude.
Ce mensonge éhonté m'a fait serrer la mâchoire. Ils n'avaient ni appelé, ni envoyé de texto, ni même vérifié l'endroit le plus évident où leurs enfants auraient pu aller après avoir été enfermés dehors. Mais j'ai ravalé ma colère, déterminé à gérer cette conversation de manière productive. J'ai demandé à ma voisine Diane de garder Emma et Jackson. À 67 ans, elle était une institutrice de maternelle à la retraite avec ses propres petits-enfants, et les enfants l'adoraient. Je leur ai promis de revenir bientôt et que tout irait bien. Gareth et Nancy vivaient dans une maison à 2 étages dans un quartier de banlieue à environ 20 minutes de mon appartement. En apparence, cela ressemblait à la maison familiale parfaite avec une pelouse bien tondue et de joyeuses jardinières aux fenêtres. L'ironie ne m'a pas échappé alors que je frappais à la porte d'entrée, la même porte que ma nièce et mon neveu avaient désespérément martelé des heures auparavant. Nancy a répondu, son sourire artificiellement éclatant s'effaçant en voyant mon expression. « Will, les enfants vont bien ? Gareth est dans le salon. On allait justement t'appeler. » Je suis passé devant elle sans répondre, trouvant mon frère affalé sur le canapé, une bière à la main, malgré l'heure matinale. Le salon montrait des signes du chaos de la nuit précédente. Des verres de vin sur la table basse, une plante renversée, une tache sur le tapis qui aurait pu être le jus renversé de Jackson. « Qu'est-ce qui se passe, bordel, Gareth ?» ai-je exigé, restant debout alors qu'il me faisait un geste paresseux vers un fauteuil. « Écoute, ce n'est pas ce que tu penses, » soupira Gareth en passant une main dans ses cheveux en désordre. Les enfants faisaient des bêtises. On leur a dit de jouer dehors un peu pour se calmer. Et je suppose qu'on a perdu la notion du temps. Perdu la notion du temps. Ma voix s'est élevée malgré mon intention de rester calme. Ils étaient dehors depuis le dîner jusqu'à 2 heures du matin en pyjama par une température de 10 degrés. Ils exagèrent, intervint Nancy, se perchant sur la coudoir du canapé à côté de Gareth. C'était peut-être 30 minutes tout au plus. Ils font toujours une montagne d'une taupinière. Jackson a des bleus sur le bras, ai-je déclaré sèchement, en observant leur réaction. Des bleus en forme d'empreinte de doigts. Les yeux de Nancy se sont légèrement agrandis avant de se rétrécir. Il se fait facilement des bleus. Il a toujours été comme ça. Je l'ai à peine touché. Gareth posa sa bière, sa posture passant de dédaigneuse à défensive. « Écoute, Will, j'apprécie que tu veilles sur eux, mais tu ne sais pas ce que c'est. Ce ne sont pas des enfants faciles. Emma a un problème d'attitude ces derniers temps. Et Jackson casse tout ce qu'il touche. Ce sont des enfants, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix égale. 7 et 5 ans. Et ce n'est pas la première fois, Gareth. Les mises à la porte, les oublis pour les récupérer, les fois où tu me les as laissés sans avertissement ni explication. Oh, alors maintenant tu es le parent parfait ? Gareth se leva brusquement, le visage rouge. Monsieur le célibataire, qui n'a jamais élevé un enfant de sa vie, veut me dire comment être un père ? Tu n'as aucune idée de ce que nous vivons au quotidien. Je sais qu'on ne fait pas de bleu aux enfants, ai-je rétorqué. Je sais qu'on ne les enferme pas dehors toute la nuit. C'est ridicule. Nancy se leva aussi, les bras croisés sur la défensive. On a fait une erreur. Les parents font des erreurs. Mais tu agis comme si nous étions des monstres parce que tu es jaloux. Jaloux, ai-je répété, incrédule. Oui, jaloux, a-t-elle poursuivi, sa voix prenant un ton cruel. Ton mariage a échoué. Tu vis seul dans ce triste petit appartement, et tu es obsédé par notre famille parce que tu n'en as pas. Je me suis retourné vers Gareth, espérant un signe qu'il reconnaissait l'absurdité de cette déviation. Au lieu de cela, il a hoché la tête en accord avec les paroles de Nancy, son expression se durcissant. Nancy a raison, a-t-il dit. Tu as toujours été comme ça, Will, a toujours pensé que tu savais mieux que tout le monde. Eh bien, je suis leur père, pas toi. Alors agis comme tel, ai-je lancé, ma patience s'évaporant. Parce qu'en ce moment, tu te comportes exactement comme papa. La comparaison avec notre père, qui nous avait enfermés dehors plus de fois que je ne pouvais compter pendant ses crises de rage alcoolique, a frappé Gareth comme un coup. Son visage s'est tordu de colère. Dégage, a-t-il craché. Sors de ma maison. Et si tu penses que tu vas garder mes enfants, tu te trompes. Continue à t'ingérer dans notre famille, et tu ne verras plus Emma ou Jackson du tout. Je m'en assurerai. La menace m'a coupé le souffle. Je ne m'attendais pas à ce que ça se passe bien, mais je n'avais pas anticipé que Gareth utiliserait les enfants comme moyen de pression.
À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point mon frère était perdu et à quel point une confrontation directe pouvait être dangereuse pour les enfants. Je n'essaie pas de te prendre tes enfants, dis-je, me forçant à désamorcer la situation. J'essaie d'aider. Nous sommes une famille, Gareth. Alors agi comme tel, il m'a renvoyé mes propres mots. Arrête de me saper auprès de mes propres enfants, arrête d'essayer de me faire passer pour un mauvais père. J'ai quitté leur maison, me sentant vide et vaincu. Ma tentative d'intervention avait non seulement échoué, mais avait potentiellement empiré les choses. En retournant à mon appartement, mon esprit s'emballait avec les pires scénarios. Et si Gareth et Nancy passaient leur colère sur les enfants? Et s'ils m'empêchaient de voir Emma et Jackson complètement? Au moment où je suis rentré chez moi, je savais une chose avec certitude. La confrontation directe n'était pas la solution. J'avais besoin d'une approche différente, une qui donnerait la priorité à la sécurité des enfants tout en rassemblant les preuves nécessaires pour assurer leur protection à long terme. Il ne s'agissait plus seulement d'une nuit passée dehors. Il s'agissait de briser un cycle de maltraitance avant qu'il ne détruise 2 vies innocentes. Au cours des 3 semaines suivantes, j'ai mis en œuvre ce que j'ai appelé l'opération Havre de paix. D'abord, j'ai envoyé à Gareth un message d'excuses soigneusement formulé, non pas pour mes inquiétudes, mais pour la manière dont je les avais exprimées. Je l'ai invité, ainsi que Nancy et les enfants, pour le dîner du dimanche, agissant comme si notre confrontation avait été un désaccord mineur plutôt qu'une rupture fondamentale. À ma grande surprise, ils ont accepté. Pendant le dîner, j'ai été l'hôte parfait, interrogeant Nancy sur son travail d'agent immobilier et Gareth sur sa récente promotion. Je n'ai pas mentionné l'incident ni mes préoccupations, me concentrant plutôt sur la reconstruction de la confiance dont j'aurais besoin pour maintenir l'accès à Emma et Jackson. La chambre d'amis est toujours prête pour ces deux-là, ai-je dit nonchalamment à Gareth alors qu'il partait. Chaque fois que vous avez besoin d'une soirée, faites-le moi savoir. Sans poser de questions. Le soulagement sur son visage était palpable. Je venais de lui offrir exactement ce qu'il voulait, des opportunités sans conséquence de refiler ses enfants à quelqu'un d'autre. Cette pensée me rendait malade, mais je me suis rappelé que mon objectif était de garder les enfants en sécurité, pas de remporter des victoires morales. Après ce dîner, j'ai commencé à préparer mon appartement pour en faire un véritable havre. J'ai transformé mon bureau à domicile en une chambre dédiée pour Emma et Jackson avec 2 lits jumeaux, des couettes colorées, des peluches et une bibliothèque remplie de livres adaptés à leur âge. J'ai rempli ma cuisine de leurs aliments préférés et ma salle de bain de leurs bains moussants, brosses à dents et serviettes à thème préférés. Pendant ce temps, je constituais discrètement un dossier. J'ai pris rendez-vous avec Caroline Lewis, une avocate spécialisée en droit de la famille avec 20 ans d'expérience dans les cas de protection de l'enfance. Documenter tout, m'a-t-elle conseillé lors de notre première rencontre. Date, heure, état des enfants à leur arrivée, tout ce qu'ils disent sur leur situation à la maison. Prenez des photos de toute blessure, aussi mineure soit-elle. Conservez une trace de toutes les communications avec votre frère et sa femme. J'ai commencé un journal détaillé enregistrant chaque interaction. J'ai également contacté l'enseignante d'Emma, Mademoiselle Parker, exprimant mon inquiétude quant au récent changement de comportement d'Emma sans mentionner explicitement mes soupçons de maltraitance. J'ai demandé si elle avait remarqué quelque chose d'inquiétant. Emma est renfermée ces derniers temps, a confirmé Mademoiselle Parker lors de notre rencontre autour d'un café. Ses notes ont baissé et elle s'endort en classe. Quand je lui ai demandé si tout allait bien à la maison, elle a juste haussé les épaules et dit qu'elle était fatiguée. J'étais inquiète, pour être honnête. J'ai également pris soin de me présenter au couple vivant à côté de Gareth et Nancy sous prétexte de déposer un colis qui avait été livré par erreur à mon adresse. J'ai entamé la conversation avec Ted et Linda Baker. « Oh, vous êtes le frère de Gareth » a dit Linda, la reconnaissance se lisant sur son visage. « Nous vous avons vu venir chercher les enfants parfois. Ce sont des enfants adorables. » Ils le sont, ai-je convenu. Bien que je m'inquiète pour eux parfois. Gareth et sa femme travaillent de si longues heures. Linda a échangé un regard avec son mari. Nous nous inquiétons aussi, a-t-elle admis doucement. Nous entendons beaucoup de cris de leur maison. Et plus d'une fois, nous avons vu les enfants dehors à des heures étranges, l'air contrarié. Si jamais vous voyez quelque chose d'inquiétant, dis-je prudemment, pourriez-vous m'appeler? Juste en tant que leur oncle, j'aime rester au courant. Ils ont accepté volontiers, et je suis parti avec une autre pièce de ma documentation en place. La partie la plus importante de mon plan, cependant,
était d'établir une ligne de communication directe avec Emma. Lors d'un de leurs séjours de week-end à mon appartement, je lui ai donné un téléphone portable prépayé, lui montrant comment utiliser la numérotation rapide pour me joindre. C'est juste pour les urgences, d'accord ? Ai-je expliqué. Si jamais tu as peur ou que tu ne te sens pas en sécurité, ou si toi et Jackson êtes seuls et avez besoin d'aide, tu m'appelles. Peu importe l'heure. Emma a hoché la tête solennellement, cachant le téléphone dans la poche de son éléphant en peluche. C'est à cause de ce qui s'est passé avant, quand papa et Nancy nous ont enfermés dehors ? En partie, ai-je répondu honnêtement. Je veux juste m'assurer que tu peux toujours me joindre si tu en as besoin. Ils se disputent beaucoup, a-t-elle chuchoté, jetant un coup d'œil vers le salon où Jackson était absorbé par un dessin animé. Nancy dit des choses méchantes sur maman. Elle dit que papa ne devrait pas gaspiller d'argent pour nos fonds d'études parce qu'on est probablement trop bête pour l'université de toute façon. Chaque révélation était un autre coup de couteau dans mon cœur. Mais j'ai maintenu un extérieur calme pendant que je recueillais des informations. J'ai rassuré Emma en lui disant qu'elle et Jackson étaient incroyablement intelligents et qu'ils pourraient être tout ce qu'ils voulaient quand ils seraient grands. Pendant près d'un mois, cet équilibre précaire a continué. J'avais les enfants au moins 2 week-ends par mois, plus quelques soirs de semaine occasionnels lorsque Garrett et Nancy voulaient sortir. Pendant ces visites, j'ai documenté des commentaires inquiétants, des bleus ou des égratignures inexpliquées, et des problèmes de comportement comme la nouvelle habitude de Jackson de cacher de la nourriture dans ses poches pour plus tard. Puis est arrivée la nuit qui a tout changé. Je travaillais tard, terminant les prévisions budgétaires pour un nouveau projet de construction lorsque mon téléphone a sonné. Il était près de 23h30 et je n'ai pas reconnu le numéro. Tonton Will. La voix terrifiée d'Emma est sortie du haut-parleur. On est de nouveau dehors. Nancy s'est mise très en colère parce que Jackson a fait pipi au lit. Mais il pleut très fort et on est dans la cabane de jardin. Il fait noir, il y a des araignées et Jackson n'arrête pas de pleurer. J'étais dans ma voiture avant qu'elle ait fini de parler. J'arrive tout de suite, Emma. Reste dans la cabane, d'accord ? Je serai là dans 20 minutes ou moins. S'il te plaît, dépêche-toi, a-t-elle gémi. La porte de la cabane ne ferme pas bien et on se fait mouiller. J'ai enfreint toutes les limitations de vitesse sur le chemin de leur maison, mes essuie-glaces peinant à suivre l'averse torrentielle. Quand je suis arrivé, je me suis garé à un pâté de maison et je me suis approché à pied, ne voulant pas alerter Garrett et Nancy de ma présence. Je me suis glissé par le portail latéral dans leur jardin, me dirigeant vers la cabane de jardin délabrée. Elle était vide. La panique m'a saisi alors que j'appelais le téléphone d'Emma à plusieurs reprises, n'entendant que la messagerie vocale. J'ai fouillé le jardin, de plus en plus désespéré, avant de remarquer une faible lumière provenant du porche couvert de la maison derrière celle de Garrett. J'ai fait le tour du pâté de maison et me suis approché avec précaution. Là, blotti sous une table de patio sur la terrasse couverte d'un étranger, se trouvaient Emma et Jackson. Ils étaient trempés, frissonnant violemment. Le pantalon de pyjama de Jackson était clairement mouillé de son accident. La cabane a commencé à fuir très fort, a expliqué Emma entre des dents qui claquaient. Et quelque chose faisait des bruits effrayants. On a essayé d'aller à la porte d'entrée à nouveau, mais ils ont éteint toutes les lumières. Je les ai enveloppés dans ma veste et j'ai porté Jackson jusqu'à la voiture, Emma me suivant, serrant son téléphone caché. Le trajet de retour à mon appartement s'est fait en silence, à l'exception des sanglots occasionnels d'un des enfants. Alors que je leur donnais un bain chaud, les habillais de vêtements secs et les mettais au lit dans mon appartement, j'ai pris une décision. La documentation progressive ne suffisait pas. Ces enfants avaient besoin d'une intervention immédiate. Demain, je retournerai voir Caroline Lewis et j'engagerai une procédure de garde d'urgence. Quelles que soient les conséquences, quel que soit le coût pour ma relation avec Garrett, je ne pouvais plus rester les bras croisés pendant qu'Emma et Jackson souffraient. Cette nuit-là, en les regardant dormir, enfin en sécurité et au chaud, je leur ai fait une promesse silencieuse. Ce serait la dernière fois qu'ils auraient à chercher refuge auprès de ceux qui auraient dû les protéger le plus. Le lendemain matin, j'ai appelé Caroline Lewis et j'ai pris un rendez-vous d'urgence. Après avoir arrangé pour qu'Emma et Jackson passent la journée avec Diane, je me suis rendu au bureau de l'avocate avec mon journal de documentation, des photos des diverses blessures des enfants et un cœur rempli de détermination. D'après ce que vous avez partagé, je crois que nous avons des motifs pour une garde provisoire d'urgence, a déclaré Caroline après avoir examiné mes preuves, surtout compte tenu du schéma récurrent de mise à la porte et des blessures documentées. Mais Will,
vous devez comprendre quelque chose. Ce ne sera ni facile, ni rapide, ni amical. Votre frère se battra, et les batailles judiciaires familiales peuvent devenir extraordinairement laides. Je comprends, ai-je répondu fermement. Mais je ne peux plus attendre. Ce qui s'est passé la nuit dernière aurait pu être bien pire. Et s'ils avaient erré dans la rue à la recherche d'un abri? Et s'ils avaient été trouvés par quelqu'un qui leur voulait du mal? Caroline a hoché la tête, son expression grave. Je vais déposer la requête d'urgence aujourd'hui. En attendant, je vous recommande d'installer une caméra de sécurité à votre porte d'entrée. Si les enfants se présentent à nouveau en détresse, avoir des preuves vidéo renforcera considérablement notre cas. J'ai suivi son conseil, installant une petite caméra discrète au-dessus de la porte de mon appartement qui s'activerait au mouvement. J'ai également commencé à enregistrer mes conversations avec les enfants, avec leur accord, en posant des questions douces sur leur vie à la maison. « Est-ce que Nancy te frappe parfois ?» ai-je demandé à Emma lors d'une de ces conversations. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Pas frappée, exactement. Elle serre très fort et parfois elle pince là où personne ne peut voir, comme sous les bras ou sur nos jambes, sous nos vêtements. Et ton père? ai-je demandé, mon cœur battant à tout rompre. Papa ne nous frappe pas, a-t-elle dit, ce qui m'a apporté un soulagement momentané. Mais il n'arrête pas Nancy non plus. Il va juste dans sa chambre et ferme la porte quand elle se met en colère. Parfois, il pleure. Ces enregistrements, bien que déchirants, ont fourni des preuves cruciales pour notre cas. Caroline m'a conseillé de ne pas parler à Gareth de la requête de garde d'urgence avant qu'elle ne soit déposée et qu'une date d'audience ne soit fixée. Nous voulons éviter toute vengeance potentielle contre les enfants, a-t-elle expliqué. 2 jours plus tard, Gareth m'a appelé lui-même. Peux-tu prendre les enfants ce week-end, a-t-il demandé, avec une pointe inhabituelle dans la voix. Nancy et moi devons aller voir des propriétés. Bien sûr, ai-je accepté volontiers, y voyant une occasion d'assurer la sécurité des enfants pendant les procédures judiciaires initiales. Je peux les récupérer vendredi après l'école. Super, a-t-il dit, le ton distrait. Oh, et on pourrait avoir besoin que tu les gardes un peu plus longtemps la semaine prochaine aussi. Des opportunités se sont présentées que nous devons saisir. Quelque chose dans sa formulation a sonné l'alarme. Quel genre d'opportunité? Rien de concret pour l'instant, a-t-il esquivé. Juste quelques possibilités. Bref, à vendredi. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Ted et Linda Baker, mes contacts voisins de la maison de Gareth. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ces derniers temps, ai-je demandé. Une indication qu'il pourrait préparer quelque chose? Maintenant que vous le dites, a dit Linda, ils ont sorti beaucoup de boîtes dans leur voiture. J'ai supposé qu'ils donnaient des choses à une œuvre de charité, mais ça s'est produit tous les jours cette semaine. Mon estomac s'est noué. J'ai immédiatement appelé Caroline. Ils prévoient de déménager, lui ai-je dit sans préambule. Je ne sais pas où ni quand exactement, mais ils sont en train de faire leur carton. Cela change les choses, a dit Caroline d'un ton sombre. Je vais demander une audience d'urgence demain matin. Pouvez-vous amener les enfants directement au palais de justice à 9 heures? Les 48 heures suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de préparatifs. J'ai rassemblé toutes mes preuves, fait des copies de mes notes de journal et me suis préparé mentalement à ce qui serait probablement la confrontation la plus difficile de ma vie. L'idée d'affronter mon frère au tribunal, de le déclarer publiquement inapte à être parent, me rendait physiquement malade. Mais chaque fois que ma détermination faiblissait, je me souvenais d'Emma et Jackson blottis sous la table de patio d'un étranger sous une pluie battante. Le vendredi est arrivé, et j'ai récupéré les enfants à l'école comme prévu. Je ne leur ai pas parlé de l'audience prévue pour le lundi matin, ne voulant pas les effrayer inutilement. Nous avons passé le week-end à jouer à des jeux de société, à visiter le parc et à faire des biscuits, des activités normales qui semblaient surréalistes dans le contexte de ce qui allait arriver. Le dimanche soir, mes parents ont appelé. Ce n'était pas inhabituel en soi. Malgré leur déménagement en Arizona pour leur retraite, ils maintenaient un contact régulier. Ce qui était inhabituel, c'était leur ton. « Will, qu'est-ce que tu fabriques ?» La voix de ma mère était tendue de désapprobation. « Gareth nous dit que tu essaies de lui enlever les enfants. » Mon cœur s'est serré. Gareth avait découvert notre plan d'une manière ou d'une autre et avait déjà commencé à présenter sa version des faits à nos parents. « C'est compliqué, maman, dis-je prudemment.
Il y a de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité des enfants. Ne sois pas ridicule, a-t-elle raillé. Tous les parents ont des difficultés parfois. Gareth fait de son mieux en tant que père célibataire. Il n'est pas un père célibataire, ai-je souligné. Il est remarié et Nancy a été. Nancy est une femme charmante qui a pris en charge les enfants d'une autre femme, m'a interrompu ma mère. Ce n'est pas facile, Will. Au lieu de critiquer, tu devrais peut-être les soutenir. J'ai réalisé avec un sentiment de naufrage que mes parents avaient déjà choisi leur camp, et ce n'était pas le mien. Gareth vous a-t-il dit qu'il prévoyait de déménager? A-t-il mentionné qu'ils enfermaient les enfants dehors en guise de punition? Que Jackson avait des bleus en forme d'empreintes de doigts sur le bras. Les enfants exagèrent, est intervenu mon père, sa voix portant ce ton dédaigneux que je ne connaissais que trop bien depuis l'enfance. Et les enfants se font des bleus tout le temps. Tu réagis de manière excessive, comme d'habitude. La conversation s'est détériorée à partir de là, se terminant avec ma mère m'accusant en larmes d'essayer de détruire la famille et mon père m'avertissant que je regretterais cette folie. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans un silence stupéfait, digérant cette trahison inattendue. D'une certaine manière, je n'avais jamais envisagé que mes parents pourraient ne pas me croire, ou pire, qu'ils pourraient me croire mais ne pas considérer la maltraitance comme suffisamment grave pour justifier une intervention. Cette nuit-là, en vérifiant Emma et Jackson, qui dormaient paisiblement dans leur lit, ma résolution s'est durcie. Si nécessaire, je me dresserai seul contre toute ma famille pour protéger ces enfants. Ils ne méritaient rien de moins. Le lundi matin est arrivé avec un nouveau choc. Alors que je me préparais à partir pour le palais de justice, mon téléphone a sonné avec une notification par email. C'était de ma banque, confirmant un virement bancaire. Confus, j'ai ouvert l'email complet et j'ai senti le sang se vider de mon visage. Le fonds d'études des enfants, l'argent de l'assurance vie de leur mère qui avait été spécifiquement désigné pour leur éducation, avait été vidé. La totalité des 127 000 $ transférés sur un compte que je ne reconnaissais pas. Compte tenu du timing, il n'y avait qu'une seule explication. Gareth avait accédé au compte de garde conjoint et avait tout pris. Les mains tremblantes de rage et d'incrédulité, j'ai transféré l'email à Caroline, l'ajoutant à notre pile croissante de preuves. Puis j'ai réveillé les enfants, les ai habillés de leurs plus beaux vêtements et les ai préparés aussi doucement que possible pour la journée à venir. Nous allons parler à un juge aujourd'hui, ai-je expliqué au petit déjeuner. Le juge va nous aider à trouver le meilleur endroit où vous pourrez vivre en ce moment pour vous assurer que vous êtes toujours en sécurité et bien soigné. Devrons-nous voir Nancy, a demandé Jackson, son petit visage se plissant d'anxiété. Elle sera peut-être là, ai-je répondu honnêtement. Mais je serai avec vous tout le temps et personne ne vous fera de mal. Emma, sage au-delà de son âge, a étudié mon visage. Est-ce que papa va être en colère contre toi? Probablement, ai-je admis. Mais parfois, les adultes doivent faire des choses difficiles pour protéger les gens qu'ils aiment. Et je vous aime, toi et Jackson, plus que tout. Elle a hoché la tête solennellement, puis m'a surpris en me jetant les bras autour du cou. Nous t'aimons aussi, tonton Will. Avec ces mots renforçant mon courage, je nous ai conduits au palais de justice, prêt à livrer la bataille de ma vie, non seulement pour la garde, mais pour l'âme et l'avenir même de deux enfants qui méritaient bien mieux que ce que la vie leur avait donné jusqu'à présent. Le palais de justice se dressait devant nous, sa façade en pierre imposante dans la lumière du matin. J'ai tenu les mains d'Emma et de Jackson pendant que nous montions les marches, Caroline nous rejoignant à l'entrée. Elle s'est agenouillée pour se présenter aux enfants, son attitude chaleureuse mais professionnelle. Votre oncle a fait en sorte qu'une gentille dame nommée Madame Rivera reste avec vous pendant que nous parlons au juge, a-t-elle expliqué. Elle travaille avec le tribunal et aide les enfants à se sentir à l'aise pendant ces réunions. Une femme d'une cinquantaine d'années à l'air doux s'est approchée, se présentant comme la défenseur des enfants désignée par le tribunal. Elle a conduit Emma et Jackson dans une salle d'attente adaptée aux enfants, leur promettant des livres, des jeux et des collations pendant que les adultes parlaient avec le juge. En entrant dans la salle d'audience, j'ai immédiatement repéré Gareth et Nancy au premier rang, aux côtés de leur avocat, un homme à l'allure vive dans un costume coûteux. Plus surprenant encore était la vue de mes parents assis juste derrière eux. Ma mère s'épongeant les yeux avec un mouchoir tandis que mon père était assis stoïquement à ses côtés. La juge Eleanor Martinez, une femme au début de la soixantaine avec des yeux perçants et une attitude pragmatique, a ouvert l'audience d'urgence. Caroline a présenté notre requête en premier, exposant méthodiquement le schéma de négligence et de maltraitance.
Elle a montré des photographies des bleus de Jackson, a diffusé de brefs extraits de mes conversations enregistrées avec les enfants et a présenté les images de la caméra de sécurité de la nuit où ils étaient arrivés à mon appartement à 2 heures du matin. Votre honneur, a conclu Caroline, Monsieur Harris ne cherche pas à séparer définitivement ses enfants de leur père. Il demande une garde provisoire d'urgence pour assurer leur sécurité et leur bien-être immédiat pendant qu'une enquête plus approfondie peut être menée. L'avocat de Garrett, Martin Reynolds, s'est levé ensuite. Sa stratégie est rapidement devenue évidente, me dépeindre comme étant obsessionnellement jaloux de la famille de mon frère, un homme récemment divorcé sans enfant, essayant de voler les enfants de son frère pour combler le vide dans sa vie. Monsieur William Harris n'a aucune expérience en tant que parent, a argumenté Reynolds avec aisance. Il a constamment sapé l'autorité parentale de M et Madame Garrett Harris, remettant en question leurs décisions et s'ingérant de manière inappropriée dans leur dynamique familiale. Les prétendues mises à la porte étaient des punitions standards que les enfants, comme les enfants le font souvent, ont exagérées pour attirer l'attention. La juge a écouté impassiblement, prenant occasionnellement des notes. Quand Reynolds a terminé, elle a appelé des témoins de moralité. À mon grand choc, ma mère a été la première à se lever. Martha Harris s'est approchée de la barre, tordant nerveusement ses mains sur ses genoux après avoir prêté serment. Où il a toujours été, elle a hésité, me jetant un regard d'excuse. Eh bien, il a toujours été le plus sensible. Depuis qu'ils sont garçons, il est en compétition avec Garrett, essayant toujours de faire ses preuves. Après son divorce, il est devenu très attaché à Emma et Jackson. Trop attaché. Je pense qu'il a de bonnes intentions, mais il n'a jamais été parent. Il ne comprend pas à quel point c'est difficile. Chaque mot était comme un couteau entre mes côtes. Ma propre mère, qui avait été témoin des crises d'alcoolisme de notre père, qui avait réconforté Garrett et moi après de nombreuses mises à la porte pendant notre enfance, défendait maintenant le même comportement. Mon père a témoigné ensuite, son message similaire m'est livré avec une conviction sévère plutôt que des larmes. Les garçons se chamaillent. Les enfants se font des bleus. Mes fils s'en sont certainement faits et ils s'en sont bien sortis. Will a toujours été dramatique, faisant une montagne d'une taupinière. Ces enfants ont besoin de leur père, pas de leur oncle qui joue aux parents. Au moment où Garrett a pris la parole, je me sentais physiquement malade. Mon frère, la personne que j'avais admirée pendant la majeure partie de ma vie, était assis avec une posture parfaite, son expression sérieuse et concernée alors qu'il décrivait mon comportement de plus en plus erratique depuis mon divorce. Will a toujours été là pour les enfants, et je lui en suis reconnaissant, a dit Garrett, sa voix se brisant de manière convaincante. Mais dernièrement, il essaie de me remplacer en tant que leur père. Il appelle leur professeur sans me le dire, leur achète des cadeaux coûteux et sape nos décisions parentales. La nuit à laquelle il fait référence, lorsque les enfants sont allés à son appartement, ils avaient été envoyés dans leur chambre en guise de punition pour avoir cassé un héritage familial. Ils se sont échappés par leur fenêtre et se sont enfuis. Nous étions affolés en les cherchant. Ce mensonge éhonté m'a laissé sans voix. Je me suis agrippé au bord de la table, me forçant à garder mon sang-froid alors que Garrett continuait à tisser de la fiction dans son témoignage. Nancy a témoigné ensuite, se présentant comme une belle-mère aimante faisant de son mieux dans des circonstances difficiles. Les enfants ne m'ont jamais accepté, a-t-elle dit en larmes. Ils me comparent constamment à leur mère biologique et se comportent délibérément mal pour semer la zizanie entre Garrett et moi. Je ne leur ferai jamais de mal. Ces bleus sont arrivés quand Jackson grimpait à un arbre après qu'on lui ait dit à plusieurs reprises de ne pas le faire. La juge Martinez a écouté tous les témoignages sans révéler ses pensées. Finalement, elle m'a appelé à la barre. Sous les questions prudentes de Caroline, j'ai détaillé mes observations au cours des derniers mois, les mises à la porte répétées, la baisse du comportement et des résultats scolaires des enfants, les bleus suspects et les schémas de négligence. J'ai décrit comment je les avais trouvés blottis sur le porche d'un étranger sous la pluie et ma peur croissante pour leur sécurité. Pendant le contre-interrogatoire, Reynolds a tenté de me déstabiliser. N'est-il pas vrai, M. Harris, que vous avez des difficultés émotionnelles depuis votre divorce? Que vous êtes devenu obsédé par la famille de votre frère en remplacement de celle que vous n'avez pas réussi à construire? J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Mon divorce a été difficile, oui, mais mon inquiétude pour Emma et Jackson ne concerne pas ma vie personnelle. Elle concerne deux enfants qui montrent des signes clairs de maltraitance et de négligence. Il ne s'agit pas de moi contre mon frère. Il s'agit de s'assurer que ces enfants sont en sécurité. Après que je sois descendu,
la juge Martinez a décrété une brève suspension pour examiner les preuves. Les 20 minutes que nous avons attendues ont semblé des heures. Caroline m'a serré l'épaule de manière rassurante, mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je menais une bataille perdue d'avance. Le témoignage de mes parents avait considérablement nui à notre cas, et Gareth et Nancy avaient présenté un front uni de parents concernés, bien qu'imparfait, face à un parent qui se mêlait de leurs affaires. Lorsque le tribunal a repris, Nancy a été rappelée à la barre pour un interrogatoire supplémentaire. La juge Martinez avait plusieurs questions pointues sur les mises à la porte, pressant Nancy sur les incohérences de son témoignage précédent. Madame Harris, a dit la juge en étudiant un document devant elle, vous avez précédemment déclaré que les enfants avaient été envoyés dans leur chambre la nuit en question et qu'ils étaient sortis par leur fenêtre. Pourtant, les images de sécurité les montrent clairement en pyjama, sans chaussures ni veste, à 2h17 du matin. S'ils étaient dans leur chambre, comme vous le prétendez, pourquoi étaient-ils habillés pour aller au lit? Et pourquoi partiraient-ils sans vêtements appropriés par une température de 10 degrés? Le sang-froid de Nancy a commencé à se fissurer. Ils ont dû se changer avant de partir. Les enfants font des choses irrationnelles, Madame Harris. La juge a poursuivi sans relâche. Les images montrent également les deux enfants avec les cheveux mouillés. Pouvez-vous expliquer cela? Je ne sais pas, a balbutié Nancy. Peut-être qu'il pleuvait. Les registres météorologiques n'indiquent aucune précipitation cette nuit-là, a noté la juge Martinez. Madame Harris, je vais vous le demander directement. Avez-vous, vous et Monsieur Harris, enfermé ces enfants hors de la maison cette nuit-là? Nancy a jeté un regard désespéré à Gareth, puis à leur avocat. Reynolds a hoché la tête presque imperceptiblement. C'était juste cette fois-là, a finalement dit Nancy, sa voix à peine audible. Gareth et moi nous disputions. Nous avions bu quelques verres. Les enfants étaient bruyants, et j'avais juste besoin d'un peu de calme. C'était censé être juste pour quelques minutes, juste pour leur faire un peu peur. Un murmure de stupeur a parcouru la salle d'audience. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer de consternation. Et les autres incidents décrits par Monsieur William Harris, a insisté la juge. La façade de Nancy s'est complètement effondrée. Ce n'était pas des dizaines de fois comme il le prétend, a-t-elle insisté, les larmes coulant sur son visage. Peut-être 5 ou 6 fois au total, et jamais pour plus d'1 heure ou 2. Il cause toujours des problèmes, demande toujours de l'attention. Savez-vous ce que c'est que d'essayer d'être une mère pour les enfants d'une autre femme qui vous déteste? Qui vous jette leur mère morte au visage à chaque occasion? L'expression de la juge Martinez est restée neutre, mais sa voix portait une pointe d'acier. Madame Harris, témoignez-vous sous serment que vous avez, à plusieurs reprises, enfermé 2 enfants mineurs hors de leur maison en guise de punition? Oui, a murmuré Nancy. Mais Gareth ne le savait pas toujours. Parfois, il dormait ou n'était pas tout à fait sobre. J'ai jeté un coup d'œil à mon frère, m'attendant à de la colère face à la trahison de sa femme. Au lieu de cela, son visage ne montrait que de la défaite. Ses épaules se sont affaissées alors que le récit soigneusement construit s'effondrait autour de lui. La juge Martinez a décrété une autre suspension, celle-ci durant plus d'1 heure. Lorsque nous nous sommes réunis, sa décision a été rapide et sans équivoque. Sur la base des preuves présentées et des témoignages donnés, j'accorde la garde provisoire d'urgence d'Emma et Jackson Harris à leur oncle, William Harris. À compter de maintenant, M et Madame Gareth Harris n'auront que des visites sous surveillance en attendant une enquête complète des services de protection de l'enfance. Ce tribunal se réunira de nouveau dans 2 semaines pour réévaluer les modalités de garde sur la base des conclusions de l'ASE. Elle a tourné son attention directement vers mon frère et sa femme. Je recommande fortement que vous vous engagiez tous les deux dans des cours de parentalité et une thérapie pendant cette période. Monsieur Harris, je suis particulièrement troublé par votre volonté de laisser ces enfants être maltraités. Ils ont perdu leur mère. Ils ne devraient pas avoir à perdre leur père également. Alors que le tribunal levait la séance, je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement un profond soulagement mêlé de tristesse. De l'autre côté de l'allée, mes parents étaient assis dans un silence stupéfait, la réalité de la situation pénétrant enfin leur déni. Gareth n'a pas croisé mon regard, fixant le sol alors que Nancy sanglotait à côté de lui. Caroline m'a serré le bras. Ce n'est que le début, a-t-elle averti doucement. Les 2 prochaines semaines seront cruciales. Nous devons nous assurer que l'ASE voit un environnement stable et aimant pour les enfants. J'ai hoché la tête, la détermination remplaçant l'épuisement émotionnel.
Ils auront ça. Je le promets. En quittant la salle d'audience pour récupérer Emma et Jackson, je ne pouvais m'empêcher de me demander si ma relation avec mon frère pourrait un jour être réparée, ou même si elle le devait. Aujourd'hui avait révélé non seulement ses manquements en tant que parent, mais aussi une volonté de mentir, de manipuler et de mettre ses enfants en danger pour protéger ses propres intérêts. Le frère que j'avais idolâtré avait disparu, remplacé par un étranger que je reconnaissais à peine. Mais c'était des préoccupations pour un autre jour. Pour l'instant, 2 enfants avaient besoin de sécurité, de cohérence et d'amour, et j'étais déterminé à leur donner exactement cela. Les 2 semaines qui ont suivi l'audience d'urgence ont été à la fois épuisantes et gratifiantes. Emma et Jackson se sont installés dans une routine à mon appartement, allant à l'école pendant la journée tandis que je travaillais de la maison autant que possible. J'ai engagé une babysitter fiable pour les après-midi, une étudiante diplômée nommée Allison, qui étudiait la psychologie de l'enfant et comprenait la situation délicate. Les 2 enfants ont commencé des séances hebdomadaires avec le docteur Marissa Bennett, une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumatismes. D'abord hésitants, ils se sont progressivement ouverts sous sa direction douce. Les cauchemars de Jackson, qui se produisaient presque toutes les nuits, ont commencé à diminuer en fréquence et en intensité. Emma, qui avait porté le poids de la protection de son jeune frère, s'est lentement autorisée à redevenir une enfant, riant plus librement et participant au jeu. Mes parents m'ont contacté 3 jours après l'audience, leur colère initiale remplacée par un remords confus. Ma mère a appelé la première, sa voix petite et incertaine. Je ne voulais pas le croire, a-t-elle admis. C'était plus facile de penser que tu réagissais de manière excessive que d'accepter que Garrett puisse. Qu'il permette. Elle n'a pas pu terminer la phrase. Je sais, maman, ai-je dit, sans l'absoudre ni la condamner. Les émotions complexes entourant l'échec de mes parents à me soutenir, et plus important encore, à protéger leurs petits-enfants, prendraient du temps à être traitées. Pouvons-nous les voir, a-t-elle demandé avec hésitation. Pas encore, ai-je répondu fermement. Ils ont besoin de stabilité en ce moment. Laissons passer un peu de temps. L'enquête de l'ASE a été approfondie et, franchement, douloureuse pour toutes les personnes impliquées. L'assistante sociale, Janine Williams, m'a longuement interrogé sur mes conditions de vie, mon horaire de travail et ma capacité à subvenir aux besoins de 2 enfants à long terme. Elle a parlé en privé avec Emma et Jackson, a examiné leur chambre dans mon appartement et a observé nos interactions lors d'activités quotidiennes comme le dîner et les devoirs. Elle a également enquêté sur la maison de Garrett et Nancy, interrogeant les voisins, y compris Ted et Linda Baker, qui ont confirmé le schéma des mises à la porte nocturnes et des cris fréquents. L'enseignante d'Emma a fourni des documents sur la baisse de ses résultats scolaires et ses changements de comportement préoccupants. Tout au long de ce processus, Garrett est resté étrangement distant. Il a assisté à ses cours de parentalité et à ses séances de thérapie mandatées par le tribunal, mais n'a fait aucune tentative pour me contacter directement. Nancy, selon les sources de Caroline, avait temporairement quitté leur maison, séjournant chez une amie tout en réévaluant leur mariage. Les visites surveillées étaient des affaires gênantes menées au centre des services familiaux. Jackson s'est accroché à ma jambe la première fois, refusant de s'approcher de son père jusqu'à ce que je l'encourage doucement. Emma était polie mais réservée, répondant aux questions de Garrett avec des réponses minimales. Nancy n'a assisté qu'à une seule visite, la tension entre elle et Garrett étant palpable même pour l'agent de surveillance. 10 jours après l'audience d'urgence, j'ai reçu une autre notification par email qui a bouleversé mon monde. En essayant de rassembler des documents financiers pour le prochain examen de la garde, j'ai découvert que Garrett avait vidé non seulement le fonds d'études des enfants, mais aussi plusieurs autres comptes liés à leur héritage de Sarah. Au total, près de 127 000 $, de l'argent spécifiquement destiné à l'avenir des enfants, avait disparu. Malade de rage et d'incrédulité, j'ai immédiatement contacté Caroline, lui transmettant les relevés bancaires et les registres de transactions. Cela change les choses, a-t-elle dit d'un ton sombre. L'exploitation financière des biens des enfants démontre un schéma d'égoïsme et de malhonnêteté qui nuit directement à leurs intérêts futurs. La veille de notre comparution prévue au tribunal, mon interphone a sonné vers 20 h. J'ai vérifié la caméra de sécurité et j'ai été choqué de voir Garrett debout seul devant mon immeuble, les épaules voûtées contre l'air frais du soir. Les enfants étaient déjà au lit, ayant école le lendemain. Après un moment d'hésitation, je l'ai fait monter, le rencontrant dans le couloir plutôt que de l'inviter dans l'appartement. Mon frère avait l'air terrible, non rasé, avec des cernes sous les yeux et des vêtements qui flottaient sur lui comme s'il avait perdu du poids. « Pouvons-nous parler »
a-t-il demandé, sa voix rauque. Nous sommes allés dans un café au coin de la rue, nous asseyant à une table loin des autres clients. Pendant plusieurs minutes, Garrett a simplement fixé son café intact. Je suis désolé, a-t-il finalement dit, les mots à peine audibles. Pour tout. Tu avais raison. J'ai été un père terrible. Il y a un mois, ces mots auraient tout signifié pour moi. Maintenant, après tout ce qui s'était passé, il sonnait creux. Pourquoi es-tu ici, Garrett? Il a levé les yeux, ses yeux rougis. Je veux arranger les choses. J'ai parlé à mon thérapeute. Vraiment parlé, de papa, de la façon dont je me suis promis de ne jamais être comme lui, et puis je suis devenu exactement comme lui. L'argent, dis-je sèchement. Qu'est-il arrivé au fond d'études des enfants? La honte a traversé son visage. Nancy et moi prévoyions de déménager au Colorado. Elle a un cousin là-bas qui m'a offert un emploi dans son entreprise de construction. Meilleur salaire, nouveau départ. Nous allions emmener les enfants, bien sûr. Et leur argent, ai-je insisté. Je l'ai emprunté, a-t-il dit faiblement. Juste temporairement, pour la compte sur une maison. J'allais le remplacer une fois que nous aurions vendu notre maison actuelle. Ce n'était pas ton argent à emprunter, dis-je, la colère montant malgré mes efforts pour rester calme. C'était l'argent de l'assurance de Sarah, spécifiquement pour l'avenir des enfants. Je sais, a-t-il murmuré. Et je le rembourserai. Chaque centime, je le jure. J'ai étudié le visage de mon frère, cherchant la vérité sous ses mots. Était-ce un remords sincère ou une autre manipulation? Était-il venu parce qu'il voulait vraiment faire amende honorable ou parce qu'il savait que le détournement de fonds démolirait son cas au tribunal demain? Le problème, Garrett, c'est que je ne te fais plus confiance. Et plus important encore, Emma et Jackson non plus. S'il te plaît, a-t-il supplié en tendant la main sur la table. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer ça. Je ne peux pas perdre mes enfants, Will. Ils sont tout ce qu'il me reste de Sarah. C'est ça le problème, ai-je dit, une prise de conscience se cristallisant alors que je parlais. Tu les vois comme des extensions de Sarah, ou des fardeaux de ton passé, ou des obstacles à ta relation avec Nancy. Mais ce sont des personnes, Garrett. Des petites personnes avec des besoins, des sentiments et un avenir propre. Je veux être meilleur, a-t-il insisté. Je romps avec Nancy. Je suis sobre depuis 10 jours. Je ferai tout ce qu'il faudra. Je voulais le croire. Malgré tout, il était toujours mon frère, toujours la personne qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait défendu contre les brutes quand nous étions enfants. Mais les enjeux étaient trop élevés pour une foi aveugle. Prouve-le par des actes, pas par des promesses, ai-je finalement dit. Si tu es sérieux au sujet du changement, alors prouve-le par des actions, pas par des promesses. Termine tes cours de parentalité. Reste en thérapie. Trouve un moyen de restituer l'argent que tu as pris. Crée un foyer sûr et stable. Et surtout, mets Emma et Jackson en premier. Pas tes petites amies, pas ta convenance, pas ta fierté. Garrett a hoché la tête, s'essuyant brutalement les yeux. Diras-tu au juge demain que j'essaie, que je veux être dans leur vie? J'ai réfléchi attentivement à cela. Je dirai au juge que tu as exprimé des remords et un désir de changer, mais je lui parlerai aussi de l'exploitation financière. Le tribunal décidera de ce qui est dans le meilleur intérêt des enfants. Il a accepté cela avec un hochement de tête résigné. Alors que nous nous préparions à quitter le café, il a demandé doucement, est-ce qu'ils vont bien? Vraiment bien? Ils s'en sortent, ai-je répondu honnêtement. Les cauchemars de Jackson sont moins fréquents. Emma a souri hier. Un vrai sourire, pas le visage courageux qu'elle affiche pour le bénéfice de tout le monde. Pour la première fois ce soir-là, l'expression de Garrett a montré une émotion sincère plutôt que de l'apitoiement sur soi. Merci, a-t-il dit simplement, d'avoir fait ce que j'aurais dû faire. De les avoir protégés quand je ne l'ai pas fait. J'ai hoché la tête, incapable de formuler une réponse qui ne sonnerait ni faussement indulgente ni inutilement cruelle. Nous nous sommes séparés sans autre conversation, Garrett se dirigeant vers sa voiture tandis que je retournais à mon appartement. À l'intérieur, j'ai vérifié les enfants endormis, regardant leur visage paisible dans la douce lueur de leur veilleuse. Demain apporterait une autre audience difficile au tribunal, une autre étape dans ce voyage inattendu. Mais ce soir, au moins, Emma et Jackson étaient en sécurité, rassurés et entourés de stabilité.
En me préparant moi-même pour la nuit, j'ai réalisé que la colère qui m'avait animé pendant des semaines s'était transformée en autre chose, une résolution ferme et inébranlable. Il ne s'agissait plus de punir Gareth. Il s'agissait uniquement de protéger Emma et Jackson, de leur donner l'enfance qu'ils méritaient. Et si cela signifiait affronter mon frère au tribunal demain, alors c'est exactement ce que je ferais. La salle d'audience semblait différente cette fois, moins intimidante, plus familière. Emma et Jackson attendaient avec Madame Rivera dans l'espace pour enfants tandis que les adultes se rassemblaient devant la juge Martinez. Gareth était assis avec son avocat, l'air fatigué mais calme. Nancy était visiblement absente, tout comme mes parents, qui avaient décidé de rester en Arizona après une conversation téléphonique difficile au sujet des fonds détournés. Caroline m'avait bien préparé pour cette audience, expliquant que la juge Martinez examinerait les conclusions de la SE, considérerait toute nouvelle preuve et déterminerait une modalité de garde à plus long terme. La garde d'urgence n'était que ça, une urgence, avait-elle expliqué. Maintenant, nous examinons ce qui sert au mieux les intérêts des enfants à l'avenir. La juge Martinez a ouvert l'audience rapidement à 9 heures. Le rapport de la SE a été versé au dossier, avec le témoignage de Janine Williams sur ses conclusions. Son évaluation était claire et professionnelle, mais le contenu était accablant pour Gareth. J'ai trouvé des preuves significatives de négligence, de supervision incohérente et de maltraitance émotionnelle, a-t-elle déclaré. Les enfants présentent des réactions traumatiques compatibles avec leurs expériences rapportées. Bien que M. Gareth Harris semble prendre des mesures en vue de sa réadaptation, y compris des cours de parentalité et un traitement pour toxicomanie, ses efforts sont très récents et non testés. En revanche, son évaluation de mon environnement familial était positive. William Harris a créé un environnement stable et stimulant pour les enfants. Ils ont leur propre espace, des routines cohérentes et un accès à un soutien thérapeutique approprié. Les deux enfants ont exprimé se sentir en sécurité sous sa garde. Vint ensuite la bombe. Caroline a présenté les dossiers financiers montrant le détournement par Gareth de l'héritage et des fonds d'études des enfants. Reynolds, l'avocat de Gareth, a tenté de présenter cela comme un prêt temporaire plutôt qu'un vol, mais l'expression de la juge Martinez a clairement montré son scepticisme. Monsieur Harris, a-t-elle interpellé Gareth directement, êtes-vous en train de dire à ce tribunal que vous avez pris 127 000 $ destinés à l'avenir de vos enfants sans aucune autorité légale pour le faire, afin d'acheter une maison dans un autre État? Gareth déglutit visiblement. Oui, votre honneur. C'était une grave erreur de jugement. Je travaille avec ma banque pour annuler les virements et restituer les fonds. Et où se trouvent exactement ces fonds actuellement? Reynolds a chuchoté quelque chose à Gareth, qui a hoché la tête avant de répondre. Une partie a été utilisée pour un acompte sur une propriété au Colorado. J'ai déjà contacté l'agent immobilier pour annuler l'achat. Le reste se trouve sur un compte joint avec ma femme, dont les retraits ont été temporairement gelés par accord avec Monsieur Reynolds. La juge Martinez a pris une note, son expression illisible. Et Madame Nancy Harris, y a-t-il une raison à son absence aujourd'hui? Nous nous séparons, votre honneur, a répondu Gareth, la voix tendue. Nancy a décidé de déménager seule au Colorado. Elle estime que sa relation avec les enfants est trop endommagée pour être réparée. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans la salle d'audience. J'ai ressenti une vague complexe d'émotions, le soulagement que Nancy ne soit plus en position de nuire aux enfants, l'inquiétude quant à l'impact de ce changement sur la stabilité de Gareth, et une petite lueur de justification malvenue. Quand mon tour de témoigner est venu, j'ai parlé franchement des progrès des enfants au cours des 2 dernières semaines. J'ai décrit leurs séances de thérapie, leur relaxation progressive dans des comportements d'enfance normaux et mes dispositions pour assurer leur prise en charge continue tout en maintenant mes responsabilités professionnelles. M. Harris, a demandé la juge Martinez, si la garde continue vous est accordée, comment envisagez-vous la relation des enfants avec leur père à l'avenir? J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Malgré tout ce qui s'est passé, Emma et Jackson aiment leur père. Ils ont besoin de lui dans leur vie, une version saine et stable de lui. Je crois que des visites surveillées évoluant vers un contact plus normalisé à mesure que Gareth démontre un changement positif constant serait dans leur meilleur intérêt. La juge Martinez a hoché la tête pensivement. Et que pensez-vous des récents efforts de M. Gareth Harris en vue de sa réadaptation? Je crois qu'il est sincère dans son désir de changer, ai-je dit honnêtement. Mais je crois aussi que le changement prend du temps et des efforts constants. Les enfants ont besoin de sécurité maintenant, pas de promesses d'amélioration future. Une fois tous les témoignages terminés,
la juge Martinez a décrété une courte suspension pour finaliser sa décision. Caroline m'a serré l'épaule de manière rassurante. « Tu as tout fait correctement », a-t-elle murmuré. « Quoi qu'il arrive, souviens-t'en. » Lorsque le tribunal a repris, la juge Martinez a rendu sa décision avec une autorité claire. Ayant examiné toutes les preuves et tous les témoignages dans cette affaire, je constate que le meilleur intérêt d'Emma et Jackson Harris est servi par un placement sous la garde physique principale de leur oncle, William Harris, pour une période d'au moins 6 mois. J'ai expiré lentement, le soulagement m'envahissant. M. Garrett Harris aura des visites surveillées 2 fois par semaine, évoluant vers des visites de jour non surveillées après 3 mois, sous réserve d'une participation continue à des cours de parentalité, à un traitement pour toxicomanie et à une thérapie individuelle. Monsieur Garrett Harris est en outre condamné à restituer tous les fonds détournés sur les comptes des enfants dans les 30 jours, sous la surveillance du tribunal pour les 10 comptes à l'avenir. Elle a tourné son attention directement vers moi. Monsieur William Harris, le tribunal reconnaît et apprécie votre engagement envers le bien-être de ses enfants. L'autorité parentale sera partagée entre vous et Monsieur Garrett Harris, l'autorité décisionnelle principale vous revenant pour la période de 6 mois. Cet arrangement sera réévalué à ce moment-là, dans le but d'une réunification familiale si les circonstances le justifient. Enfin, elle s'est adressée à Garrett. M. Harris, ce tribunal croit aux secondes chances et à la capacité de changement sincère. Vos enfants ont besoin de leur père, mais ils ont besoin d'un père qui place leur bien-être avant tout. Les 6 prochains mois sont votre occasion de démontrer que vous pouvez être ce père. Je vous encourage vivement à profiter au maximum de cette opportunité. D'un dernier coup de marteau, l'audience s'est terminée. Alors que les gens commençaient à sortir de la salle d'audience, Garrett s'est approché avec hésitation, Reynolds à ses côtés. « Félicitations », a-t-il dit doucement. « Je sais qu'ils sont entre de bonnes mains avec toi. »« Merci », ai-je répondu, ne sachant trop quoi dire d'autre. « Je vais arranger ça, Will. »« Tout. L'argent, l'alcool, tout. Je veux être quelqu'un dont ils peuvent être fiers d'appeler papa. » J'ai hoché la tête, me permettant d'espérer un tout petit peu qu'ils le pensaient. Ils aimeraient ça. Moi aussi. Caroline est intervenue doucement. Nous devrions discuter de la logistique pour les visites surveillées. Peut-être la semaine prochaine, quand les choses se seront calmées. Reynolds a accepté, fixant un moment pour une réunion moins conflictuelle afin de régler les détails pratiques. Alors que Garrett se tournait pour partir, il a fait une pause. Dis-leur que je les aime et que je suis désolé. Je le ferai, ai-je promis. Et je le pensais, malgré tout. Après avoir récupéré Emma et Jackson, qui ont réagi à la nouvelle de l'arrangement avec un soulagement prudent plutôt qu'une jubilation, nous sommes retournés à mon appartement, notre appartement maintenant. Pendant qu'ils jouaient dans leur chambre, je me suis assis à la table de la cuisine, le poids émotionnel des dernières semaines me frappant enfin de plein fouet. J'étais devenu essentiellement un parent célibataire pour 2 enfants traumatisés. Ma relation avec mon frère ne serait plus jamais la même. Mes parents étaient pris dans un entre-deux douloureux entre leurs fils. Et pourtant, en regardant vers la chambre des enfants, en entendant leur rire discret, je savais avec une certitude absolue que tout cela en avait valu la peine. 1 an plus tard, Emma et Jackson ont célébré leur 8e et 6e anniversaire avec une fête commune dans le jardin de notre nouvelle maison, une modeste maison de 3 chambres avec un jardin clôturé et une cabane dans les arbres que j'avais construite moi-même. Garrett était là, sobre depuis 6 mois et activement engagé dans leur vie. Il avait déménagé dans un appartement plus petit à 10 minutes, trouvé un emploi stable dans la gestion de la construction et n'avait jamais manqué un rendez-vous de thérapie ou une visite. Les fonds d'études des enfants avaient été entièrement restitués, avec des contributions supplémentaires du salaire de Garrett chaque mois. Les notes d'Emma étaient revenues à leur excellence antérieure, et l'anxiété de Jackson avait diminué à des niveaux d'enfance typiques. Il voyait toujours le docteur Bennett tous les mois, mais maintenant les séances se concentraient davantage sur le renforcement de la résilience que sur le traitement des traumatismes. Après la fête, alors que les derniers invités partaient et que les enfants jouaient avec leurs nouveaux jouets, Garrett est resté, m'aidant à nettoyer les papiers cadeaux éparpillés et les assiettes à gâteaux. « Merci », a-t-il dit soudainement, rompant le silence confortable entre nous. « Pourquoi ? Tu as fait le plus gros du nettoyage, ai-je plaisanté. Pour ne pas m'avoir abandonné, a-t-il dit sérieusement. Pour m'avoir donné la chance d'être à nouveau leur père. Pour avoir brisé le cycle. J'ai pensé à notre propre enfance, à notre père qui n'avait jamais reconnu ses échecs ni cherché à les changer,
à la facilité avec laquelle Gareth aurait pu continuer ce schéma si ce n'était l'intervention qui l'avait forcé à affronter son comportement. Parfois, ai-je dit lentement, la chose la plus aimante que tu puisses faire est de tenir quelqu'un pour responsable. Il aurait été plus facile de détourner le regard, de trouver des excuses, mais Emma et Jackson méritaient mieux. Et toi aussi. Gareth a hoché la tête, comprenant la vérité plus profonde de mes paroles. Nous avions tous mérité mieux en tant qu'enfants, une meilleure protection, de meilleurs exemples, de meilleurs outils pour gérer nos propres émotions. En refusant de perpétuer le cycle de la négligence et du silence, nous avions enfin commencé à guérir non seulement la génération actuelle, mais peut-être aussi les blessures de notre propre enfance. Alors que le soleil se couchait sur ce dimanche ordinaire, jetant une lueur dorée sur le jardin où deux enfants jouaient sans peur ni incertitude, j'ai réalisé que la famille n'est pas seulement une question de sang ou d'histoire partagée. C'est une question de choix. Le choix quotidien, parfois difficile, de protéger, de nourrir, de tenir pour responsable et, finalement, d'aimer d'une manière qui élève plutôt que de diminuer. En sauvant Emma et Jackson, j'avais trouvé une compréhension plus profonde de ce que la famille pouvait et devait être, brisant un cycle générationnel et construisant quelque chose de plus fort à sa place. Avez-vous déjà eu à faire un choix difficile pour protéger quelqu'un que vous aimez? Parfois, les décisions les plus difficiles sont celles qui comptent vraiment le plus. Si cette histoire vous a touché, merci d'aimer, de commenter et de vous abonner pour entendre plus d'histoires de la vie réelle sur la famille, le courage et le fait de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'encouragement pour défendre ce qui est juste. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que briser les cycles de la douleur demande du courage, mais la guérison qu'elle apporte vaut chaque difficulté.